Merci d'être venu voir notre conférence. C'est déjà la 3e conférence sur l'archi hexagonale en 3 jours. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont pu aller voir les précédentes dans l'Assemblée. Si on levait la main un petit peu. Yes, et vous êtes encore là. La motivation. Si on en refait une demain, vous venez aussi ou... Ok, et ben nous on va essayer de prendre un chemin un petit peu différent. On va attaquer ça par les tests. Du coup, on va surtout parler de tests et on va finir un peu par l'archi hexagonale pour expliquer nos choix. Et donc commençons par les tests, gentiment. On va partir du principe que tout le monde est sensibilisé aux normes de clean code, craftsmanship, etc. J'espère, je suis sûr que c'est le cas. Donc voilà ce qui se passe dans la réalité quand on essaye de bien faire son code, une feature. Donc on va couvrir notre feature de test. On va vérifier que tout est vert, qu'on n'a rien cassé, pas de régression, nickel. Ça part en prod, très bien, le PO est content. On avance. Apparemment ça fait style de mettre des citations. J'ai oublié la citation, du coup je l'ai pas mis, mais on va en parler quand même. Le bouton magique de Uncle Bob, tout ça. Il en parle souvent. Ce serait cool d'avoir un bouton magique, on peut tout refactorer dans notre code. On clique sur un bouton, on est sûr que si c'est vert, on n'a rien cassé. C'est fabuleux. Le petit problème c'est que... il manque une slide. C'est pas si magique, elle était là. Le bouton magique, il n'est pas du tout magique, puisque de une, c'est vous qui le codez. C'est vos petits tests. Si vos tests sont nuls, suspense, le bouton magique ne sert à rien du tout. Donc les lean coverage, etc., tester les getters, le bouton ne sert plus à grand chose. Il dépend de la qualité de vos tests, comme je viens de le dire. Donc beaucoup de tests dans cette intro. Je ne sais pas présenter. Je m'appelle Antoine, je suis développeur full stack chez Lixi, au cas où. Et moi c'est Tristan, donc je suis développeur back aussi chez Lixi. Et donc là on va parler du test, on va rentrer plus en détail. Et donc je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes tous convaincus qu'avoir des tests c'est bien. Okay. Alors c'est bien pourquoi ? Parce que c'est ça qui va nous donner confiance, et c'est ça qui va nous permettre surtout de faire des maps fréquemment. Si avant chaque map on a peur et qu'on se dit il va falloir que je mette ça en qualif, puis il me faut deux semaines de recettes, etc. Là on part dans des tunnels de mise en prod qui sont compliqués à gérer. Avoir des tests c'est bien aussi pour le refactoring, parce que le refactoring ça va être un peu clé dès qu'on va avoir du code qu'on a envie de maintenir sur la durée. Pourquoi ? Parce qu'en fait si j'ai pas de test, à un moment je vais avoir peur de toucher au code existant parce que je vais avoir peur de casser quelque chose. Et si j'ai peur de toucher au code existant, c'est-à-dire que quand je dois faire un changement, je vais faire le changement minimal pour arriver à faire ma nouvelle feature ou mon correction de bug. Et là, à partir du moment où je suis dans ce mode-là où je fais des changements minimaux, je vais avoir une divergence en fait entre mon code et le métier que je suis censé résoudre. Et donc là, c'est le début des ennuis et c'est en général à partir de ce moment-là qu'on va vous mettre l'étiquette legacy sur votre code qui fait plaisir à personne. Donc les tests, c'est fondamental pour faire du refactoring. Et enfin, un autre intérêt des tests, c'est que ça, d'une certaine manière, ça va vous donner une doc ou des spécifications exécutables qui expliquent très simplement, de manière claire, ce que fait le code. Et quand il y a des nouveaux développeurs, par exemple, qui arrivent, ça peut être un moyen de comprendre ce qui se passe, comment ça fonctionne. Donc avoir des bons tests, c'est bien, ça c'est une idée qui est partagée à peu près par tout le monde. Une idée qui est un peu moins partagée, c'est qu'avoir des bons tests, c'est difficile. Okay. Et d'ailleurs, toutes les équipes ont un peu une vision différente de comment faire les tests. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un bon test ? Il y a le fameux acronyme FIRST là, qui propose quelque chose. Donc, le F c'est pour fast, donc on est tous à peu près d'accord que ça doit être rapide. On considère que des tests qui s'exécutent sur le poste du développeur, ça de l'ordre de quelques minutes max. Ils doivent être indépendants, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'ai des problématiques du type il faut que le premier test est passé, puis ensuite je peux lancer le deuxième, et si je lance directement le deuxième, en fait ça ne marche pas, parce que ça fait des suites de tests qui sont très compliquées à maintenir. Il faut que ce soit déterministe ou répétable, ça veut dire qu'il n'y a rien de pire que les tests que vous lancez sur votre CI, à un moment ça va être rouge, mais là il y a votre collègue qui vous dit non mais t'inquiète, ce truc-là ça arrive, il faut juste relancer la pipeline. Parce que ça c'est pareil, c'est le début du moment où vous allez commencer à plus faire attention aux résultats des tests, parce qu'en fait ça peut être normal, donc à partir de là les tests perdent beaucoup de leur valeur et très vite. Le S c'est pour self-validating, donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait besoin d'une intervention humaine à la fin pour aller vérifier est-ce que mon test s'est bien passé ou pas. Ça on est à peu près tous
tous OK avec ça maintenant, puisqu'avec les frameworks de type JUnit, c'est le principe même du truc, donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de débat. Le T, il y a des rumeurs qui disent que c'était juste pour faire l'acronyme, parce qu'en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Le T, il veut dire qu'il faut couvrir de manière bien ou large plutôt son code. Donc OK, ça, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Un truc qui apparaît pas du tout dans cet acronyme qui, moi, me gêne un peu, c'est la notion de maintenabilité des tests. Parce qu'en fait, écrire des tests qui marchent à l'instant T, une fois que j'ai fini ma feature, c'est relativement facile. Mais considérer ces tests comme étant un code qu'il va falloir que je maintienne sur toute la durée de vie du projet, ça c'est un autre problème. En particulier, il faut surtout pas qu'on se retrouve avec des tests qui sont fragiles dans le sens où ils vont casser dès que j'ai un changement au niveau du code. Okay, parce que si le fait de faire un changement au niveau du code, en fait mon test qui parle de ce code-là passe au rouge, nécessairement on perd l'intérêt du test, puisque en fait votre collègue qui a fait le changement, il a aucune idée en fait est-ce qu'il a cassé du code, est-ce qu'il a introduit des bugs, ou est-ce que c'est juste que le test est tellement fragile qu'à chaque fois qu'on change le code, en fait, il faut changer le test avec. Donc c'est ça que j'appelle maintenable. Et là où je dis que c'est un paradoxe, c'est qu'en fait tout le monde est d'accord pour dire que c'est bien. On a tous en tête les effets positifs. On sait tous que c'est, enfin plus ou moins tous que c'est difficile. Et pour autant aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'outillage. Alors l'outillage un petit peu. Enfin, il y a pas mal de librairies test sur deux choses. Par contre pour moi ce dont on manque cruellement c'est des patterns, c'est-à-dire des guides qui vous diraient comment écrire correctement un test. Alors, en réalité, dès qu'on parle de guide pour faire des tests, il y a une sorte de joker qui arrive, qui est la fameuse pyramide des tests. Okay, bon, moi, je suis pas un grand fan de la pyramide des tests, parce que, alors déjà, si vous regardez les différents exemples qu'on a pu trouver sur Internet, vous verrez que toutes les pyramides sont différentes. Alors, en général, il y a quand même la couche du bas, là, qui s'appelle unit test. Tout le monde est à peu près d'accord avec ça, même si on ne donne pas forcément le même sens à ce qu'est un test unitaire. La couche du haut aussi, on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'on va parler d'automatiser des interfaces, donc c'est ce qu'on appelle les tests end-to-end. Alors par contre la couche du milieu, là ça devient un peu la kermesse, tout le monde met un peu ce qu'il veut dedans, et surtout personne n'explique comment on les joue, donc à quel moment, en tapant sur quelle couche de mon programme. Donc voilà, tout ça pour dire que utiliser ça comme pattern pour guider l'écriture de tests, ça me semble assez insuffisant. Bon, ceci dit, ça a quand même un gros avantage, c'est que ça explicite le fait que tous les tests ne sont pas équivalents, et surtout que tous les tests n'ont pas le même coût. Donc après, c'est juste une question de bon sens. On dit, en fait, si vous voulez que votre projet soit viable, vous allez chercher à avoir beaucoup de tests qui coûtent pas cher, et beaucoup moins de tests qui coûtent cher. Et on a vu dans la presse précédente que exécuter beaucoup de tests end-to-end, c'est compliqué. Hein. Ça coûte cher, il faut des grosses infras. Voilà, juste pour info, dans la suite de la presse, on va parler beaucoup de tests, mais on va parler uniquement de ce qu'on appelle la couche test unitaire sur cette pyramide. Donc, comme on considère que il nous manque en fait des sortes de guidelines pour écrire ces tests, et les tests unitaires en particulier, avec Antoine, on a réfléchi à trois points qui nous semblent très, très importants. Donc, le premier pattern dont on va vous parler, c'est ce qu'on appelle typer le code. Alors ça part d'un constat qui est simple, hein, c'est de dire qu'en fait, quand on écrit une ligne de code, il y a principalement deux types de code. Il y a du code qui va être, donc ce que j'ai mis simple à comprendre. Alors simple à comprendre, c'est, je sais pas, par exemple, je fais un appel HTTP à une API distante, c'est trivial hein, de comprendre ce que ça fait. Je fais un get, voilà, si ma librairie de HTTP elle est bien faite, normalement c'est très simple de comprendre ce que ça fait. En revanche, ce code qui est simple à écrire et simple à comprendre, il est souvent dur à tester, notamment parce qu'il fait appel à des briques qui sont externes que vous ne maîtrisez pas. Et donc, comment tester quand on a des dépendances qu'on ne maîtrise pas, ça c'est un vrai problème compliqué. L'autre type de code, c'est le code qui va porter du métier, donc qui potentiellement est dur à comprendre parce qu'il y a de l'algorithmie, il y a des notions métiers pas simples. Mais ce code-là, en général, il est simple à tester parce que ça va être, on n'a aucune dépendance sur des systèmes externes, on n'a pas besoin de librairies qui font des choses compliquées pour l'écrire. Donc ça va être, nous on fait que du Java, donc on va dire Java, mais vous pouvez remplacer par votre langage préféré. Ça va être du pur Java que vous pouvez mettre dans un coin et tester en isolation. Okay. Alors la vie serait belle si on avait toujours cette belle séparation. Mais la question c'est qu'est-ce qui se passe si moi j'ouvre un fichier une classe Java et en fait je vais mettre un peu des deux. Okay, un peu de code métier, un peu de code technique. Alors là, malheureusement,
garde uniquement le pire des deux mondes. Donc c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec du code qui fait des choses, donc qui est potentiellement dur à comprendre. Donc potentiellement, ça veut dire aussi qu'il y a des bugs, mais qui est dur à tester parce qu'il y a mon code technique qui fait que je ne vais pas pouvoir tester ça proprement en isolation. Il y a l'idée du coup qu'on va essayer de séparer ce type de code, ça va être de dire que le code qui est dur à tester, on va essayer de l'isoler dans une toute petite couche. Ça, c'est un pattern qui existe, c'est ce qu'on appelle le pattern Humble Object. Si j'essaye de représenter ça sur un magnifique schéma, là j'ai en fait un programme donc, où j'ai mes trois classes Java là, et en fait on voit que toutes mes classes vont à la fois porter du métier et aussi se connecter à des systèmes externes. Donc un système externe, ça peut être une base de données, ça peut être une file Rabbit, ça peut être une API, ça peut être aussi des choses beaucoup plus proches, mais quand même qui rendent les choses compliquées à tester. Un accès au file system, un accès à l'horloge du PC, un accès au générateur de nombres aléatoires. C'est des choses qu'on fait des tests, on sait que ça pose des problèmes. Pour suivre avec toutes ces guidelines-là, on a essayé de proposer des objectifs, ce qu'on va essayer de se fixer pour rendre notre code meilleur. Et donc proposer des nouvelles abstractions, ça répond à cette question de typage de code. Donc on va arrêter d'avoir 150 services qui ont tous la même dénomination et tout ça. On va essayer de vraiment découper par couche, donc un connecteur de BDD, là ça va peut-être être un peu plus bas que notre service métier, des connecteurs HTTP, etc., des services de publishing de messages dans des QRabbit, etc. Et ne pas simplement s'appuyer sur ce que vont nous proposer comme framework pour cadrer un peu notre code. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui pour les javaïstes, avec Spring, on est quand même très basé sur le 3 tiers avec le contrôleur, le service, le repository, c'est les trois annotations proposées de base par le framework. Et du coup, forcément, c'est le cadre qu'on nous donne, donc on va essayer forcément de suivre un petit peu ça. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir de ce cadre-là et de réfléchir un petit peu plus loin en termes de différentes couches que dont vous avez besoin dans votre code. Si jamais vous voulez savoir quel livre on a utilisé pour faire des super graphiques comme ça, n'hésitez pas, ils sont vraiment très très beaux. Donc là, si on représente un petit peu plus poussé l'objectif, du coup, parti du constat tout à l'heure avec le premier schéma qui était déjà merveilleux. Là, du coup, on voit qu'on a vraiment découpé, donc par exemple, la couche HTTP dans un contrôleur ou la couche autre. Donc une couche de contrôleur en haut qui va être découplée du service métier qui va être en dessous. Et après, entre les services métiers et les différents services externes, horloges, etc., on va retrouver des objets vraiment dédiés à cette partie technique. Donc on va chercher à respecter ce Humble Object. Et est-ce que vous voyez la différence entre ces deux... Yes. Bon, c'est pas fou. Les couches techniques, je la refais. Voilà, elles ont été réduites au minimum parce que c'est ce qu'on veut. On veut que la couche technique elle soit très simple, le plus simple possible à tester et qu'on la mélange avec rien du tout. Donc vraiment garder des classes très très simples au plus proche de vos services externes. Voilà l'idée. Une fois qu'on a fait ça, on est capable de tester ces couches-là de façon quasiment systématique. Je sais pas, un repository JPA, voilà, on va le tester, on va lancer un test conteneur. Je vais avoir un appel d'API externe, on va lancer un wire mock. Un contrôleur, ça va être du mock MVC, etc. On le sait, voilà, on est capable de le faire et on n'est pas dépendant derrière du métier de votre application qui va rajouter la complexité dans ce test-là. Ok, donc ça c'était la première chose, essayer de bien séparer son code pour avoir des méthodes systématiques en fait pour les tester. Le deuxième pattern qui nous semble fondamental, ça va être de ce qu'on a appelé capturer l'intention. Donc c'est réellement de savoir en fait quand on va écrire notre test, savoir ce qu'on cherche à tester. Okay. Souvent en fait quand on fait des tests unitaires là, le critère de test, donc ce qu'on cherche à valider, on peut être assez loin de ce qu'un utilisateur serait capable d'écrire, ou serait capable d'attendre de votre programme. Alors quand je parle d'utilisateur, c'est pas forcément un utilisateur final, ça pourrait être, imaginez plutôt que vous développez une lib, et c'est l'utilisateur qui va se servir de la librairie. Voilà. Qu'est-ce que lui aurait envie de vérifier quand il fait un appel à votre code? Donc c'est ça, c'est ça que j'appelle l'intention de l'utilisateur. Et ça, en général, on le fait pas, on fait pas que ça en tout cas. Pourquoi? Parce qu'on va passer du temps sur des tests de couches qui sont pas visibles, qui n'ont pas de sens en tout cas pour l'utilisateur. Okay, une fois que j'ai traversé dans mon schéma là, plusieurs couches, j'arrive sur des couches qui vont être très loin de ce que voulait faire l'utilisateur, et au final, je serai plus capable de coller ce que fait cette classe-là avec ce que l'utilisateur souhaite faire lui. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, souvent, on s'intéresse à des critères de test qui vont être techniques,
Donc un critère de test technique, c'est de la couverture de code structurel, par exemple. Hein. Quand vous dites, moi, ce que je cherche à faire, c'est d'avoir 80% de couverture de code. Eh bien, pareil, votre but, ça va être de regarder le code et de dire, ah bah tiens, il faut que je passe par là, et donc je vais aller trouver quelles sont les entrées qui me permettent d'arriver là. Mais en faisant ça, je suis très très loin, enfin, je m'éloigne en tout cas d'un cas métier, et je ne sais pas forcément rattacher ce chemin-là que je cherche à exercer sur un cas métier. Si je mets ça sur un petit schéma encore, on a les 3 classes qu'on va chercher à tester, et en fait, ce qu'on va chercher, c'est du code coverage sur chacune de ces classes-là. Okay. Donc, si là, on voit bien que, par exemple, quand je vais tester ma classe du bas, là, je ne serai pas en train de me poser, c'est quoi la fonctionnalité que j'apporte à mon utilisateur. En objectif à ça, du coup, bon, c'est un peu la suite logique. On va essayer d'exprimer nos tests sous la forme d'intention utilisateur, donc de tester non plus sur une boîte blanche, donc chacune de nos classes, mais vraiment sous la forme de boîte noire. Voilà, mon utilisateur, il va arriver pour son chemin métier via cette méthode-là, et je commence par tester par là. Ça n'a pas forcément d'intérêt. L'utilisateur, par exemple, ne va jamais exprimer est-ce que j'appelle bien ma base de données 2 fois si je passe par cette méthode, les verify de mock, etc. Ça, c'est jamais un besoin qui va vous exprimer. Lui, ce qu'il va vous demander, c'est est-ce que si j'appelle de cette façon, j'ai bien tel état en sortie. Et ça a beaucoup plus de sens d'un point de vue utilisateur. Et on passe du coup non plus sur des critères techniques, comme on disait avant, mais sur des critères fonctionnels. Et ces critères techniques dont on parlait avant, comme la couverture de code, etc., elle vient naturellement en fait. Parce que si vous testez tous vos cas métiers et que vous avez que 30% de couverture de code, c'est peut-être que vous avez 50 ou 70% de votre code qui sert à rien. Et là, c'est un autre problème. Voilà, donc on voit plus rien sur le schéma, c'est le but. C'est une boîte noire du coup. On vient de tester beaucoup plus haut niveau. On ne sait pas comment c'est implémenté derrière. Il y a une classe, 2 classes, 10 classes, peu importe. Nous, ce qu'on veut, c'est me dire, je vais rentrer dans le système de cette façon-là, j'attends qu'à la sortie, j'ai tel état. Okay. Et le troisième pattern qui nous semble une source de complexité dans les tests, c'est l'usage des mocks. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut limiter l'usage de mocks. Alors pourquoi on veut limiter l'usage des mocks ? C'est parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils ont un mauvais ratio coût-efficacité. Alors l'efficacité, c'est quoi ? C'est le fait que dès que je vais mettre un mock, je vais perdre une capacité à trouver des bugs. Okay ? Puisque en fait, je fais exprès d'isoler une classe du reste du code et de faire semblant qu'en fait, quand je joue un test, je ne vais pas passer dans les autres classes. En faisant ça, évidemment, on peut trouver très simplement des bugs qui sont liés au fait que en fait, la communication entre mes modules ou entre mes classes, ça se passe pas comme ce que j'imaginais que ça se passait dans mon test. Okay, donc là, mauvaise efficacité, en tout cas, on peut faire mieux pour trouver des bugs. Ça, ce serait pas très très grave, en tout cas, ce serait pas dramatique si ça n'avait pas un coût élevé. En fait, souvent, ce dont on se rend pas compte quand on met en place des mocks, c'est qu'on est en train de figer le contrat entre la classe que je cherche à tester et les classes dont elle dépend. Okay. Je fige le contrat en disant, en fait, dans cette fonction-là, je veux que ça appelle telle méthode avec tel paramètre et telle autre méthode. Et en fait, si je change ma dépendance, en fait, je casse le contrat. Et comme tout contrat, casser un contrat, ça coûte cher, puisqu'il va falloir que je réécrive potentiellement tous les tests qui utilisaient ce contrat. Et ensuite, ça aide pas du tout dans ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on a envie de capturer l'intention de l'utilisateur dans nos critères de test, puisque là, on va se retrouver à mettre comme critère d'acceptance, c'est les fameux verify qu'on fait sur les mocks là. On va mettre dans les critères d'acceptance des choses qui, en fait, je veux que ma classe elle interagisse de telle manière avec ses dépendances. Ça, c'est des choses qui n'ont évidemment aucun intérêt pour l'utilisateur. Et c'est des choses qui vont être très dures à refactorer, puisque dès que je vais casser ça, en fait, mon test casse alors que j'ai introduit 0 bug. Petit schéma. Hein. Celui-là, il est beau. On a tout donné sur celui-là. Ah, c'est toi, hein, toujours. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, donc là, c'est un constat qui est simple, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'équipes où faire un test unitaire, c'est très simple, c'est je prends ma classe, je moque les dépendances. Point. Gros schéma. Du coup, les objectifs, ça va être de pousser un peu plus la réflexion, plutôt que de moquer systématiquement. On reverra un peu plus tard pourquoi on parle de mock un peu plus systématique dans les parties suivantes. Mais de se poser la question de savoir est-ce que ce que je suis en train de tester là, c'est quelque chose qui va faire appel à une dépense externe, et auquel cas, je vais peut-être vouloir bouchonner cette partie-là. Et dans ce cas-là, plutôt que faire un mock systématique, réfléchir à est-ce qu'il n'y a pas une autre solution, donc aller chercher du côté des stubs,
des fakes, des demi. Donc un stub, ça va être l'équivalent d'un mock, mais on n'a pas toute la partie interaction. Est-ce que j'ai bien fait l'appel, etc. Une fois, deux fois. Le fake, ça va être une réimplémentation manuelle d'un outil. Par exemple, une base de données, on pourrait très bien faire une liste. Voilà, on ajoute un élément, on le récupère, on réécrit, c'est 2-3 lignes de code, un peu de boilerplate, mais on est capable de maîtriser ce qui se passe. Un demi, bon, c'est un peu plus rare. C'est vraiment, ça renvoie nul tout le temps, par exemple, quelque chose comme ça. Et à l'inverse, est-ce que ce que je veux tester, c'est des interactions domaines, donc fonctionnelles, et auquel cas, là, on ne veut pas passer par des mocks parce qu'on ne veut pas cacher toutes ces interactions fonctionnelles. Et là, du coup, on va essayer d'utiliser le plus possible l'objet réel qui est derrière. Ce qui est beaucoup plus facile quand on a déjà fait cette première étape de séparer le domaine de la technique, Humble Object, tout ça, ça va bien ensemble. Toujours aussi beau. Maintenant, voilà, on se pose la question, ma classe elle a deux dépendances. Elle a une dépendance du domaine qui elle-même fait appel à un service externe. Donc cette couche technique qui va faire l'appel externe, on va lui fournir un fake. Donc on va réimplémenter ça, dire bon bah je fais tel appel, je veux renvoyer tel JSON, par exemple. Sinon, j'instancie l'objet, je le fournis à ma classe que je veux tester. Voilà, alors on transitionne directement sur l'archi 3 tiers. Pourquoi est-ce qu'on va parler de ça? Nous, du coup, notre objectif, c'était de se poser des questions sur comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer notre qualité de test. Et en fait, c'est très difficile de parler de qualité de test sans parler d'architecture logicielle, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est très couplé. On peut difficilement découpler ces deux choses-là. Et c'est difficile aujourd'hui de parler d'architecture logicielle sans parler d'architecture 3 tiers, puisque c'est l'architecture quand même la plus qu'on retrouve la plus dans tous les projets. C'est l'archi de référence aujourd'hui. Quelques éléments. On a mis très rapide à mettre en place, que c'est vrai que c'est un peu poussé par les frameworks aussi, ce que je disais tout à l'heure. Service, contrôleur, repository. C'est un peu le cadre que veut donner le framework, donc on a envie de le suivre. C'est les guidelines. C'est utilisé dans la majorité des projets, donc niveau onboarding, c'est très simple. Un développeur qui arrive sur un projet qui est en 3 tiers, je pense qu'il n'est pas perdu. Poussé par les frameworks. Petit rappel, même pour les. Je sais pas. Petit rappel au cas où. 3 tiers, il n'y a pas que des développeurs dans la salle. 3 tiers, on a un contrôleur, donc on a un point d'entrée, ici qui va faire un get par exemple, qui va du coup gérer la couche HTTP par exemple, ou autre, qui va déléguer en théorie tout le traitement domaine, etc., à la couche d'en dessous qui est le service, et une fois qu'on a besoin de persistance et de choses comme ça, on va appeler la couche qui est encore en dessous, qui s'occupe de ça, qui est le repository. Wow, la conclusion, elle est trash. Nous, on considère que l'architecture 3 tiers ne favorise pas le respect de ces patterns. On a mis une grosse étoile, j'aurais dû la faire encore plus grosse. S'il est bien noté que ça ne les empêche pas, on peut toujours faire des très belles choses dans toutes les archis. Mais on considère que ça ne donne pas un cadre nécessaire à l'application des patterns dont on a parlé plus tôt. Et on va voir un petit peu pourquoi. Si on les reprend tous un par un. Ouais. Donc en fait, ouais, comme disait Antoine, on considère que vous pouvez évidemment, si vous avez bien compris ces patterns et que vous y adhérez, vous pouvez très bien implémenter ça avec une archi 3 tiers. Par contre, naturellement, on pense que cette archi-là, elle vous emmène faire des dérives, qui fait qu'on va sortir ce que nous on considère être les bonnes pratiques. Donc le premier point est, et je pense que c'est Julien qu'on a parlé hier dans sa presse, le code est mélangé, c'est-à-dire que en fait, depuis le contrôleur, je vais très bien pouvoir appeler ma couche de repository. En fait, rien ne m'oblige à implémenter une fonctionnalité métier uniquement sur ma couche service. Donc, en fait, peut-être que dans mon contrôleur, je vais avoir un petit bout de métier, puis ce petit bout de métier va appeler un premier service, puis un deuxième service. Et le deuxième point, c'est, on a spécifié avec cette couche 3 tiers où est-ce que je mettais mon code d'accès à la base de données. Par contre, on n'a absolument pas spécifié où est-ce que je mettais du code pour accéder aux autres, le reste du code technique. Par exemple, si je veux appeler une API externe, où est-ce que je la mets? Donc, il n'y a qu'une réponse possible, normalement, c'est au niveau du service. Donc, c'est-à-dire que dans mes services, par construction, je vais me retrouver avec du code qui est du code métier et du code qui fait appel à des briques externes. Donc dans l'optique où on cherche à être capable de typer correctement nos classes pour savoir exactement ce que ça fait et les tester de manière systématique, là c'est compliqué. On peut le faire, c'est juste moins cadré. Le deuxième, on parlait de tester au niveau de l'intention utilisateur. Le problème de l'archi 3 tiers, c'est qu'on n'a pas de point d'entrée métier qui est clairement défini. Quand je veux tester ma feature, on se pose toujours la question à quel niveau je vais tester. Est-ce que je veux la tester complètement? Donc on se dit le contrôleur ça va être un point d'entrée naturel, c'est le point d'entrée de mon utilisateur, il va passer par là. Le problème que ça pose, c'est que en passant par là, on est obligé de tester également la couche HTTP par exemple,
Du coup, on va être contraint par cette couche technique-là, alors que nous, on veut juste tester purement mon fonctionnel. Donc ça rajoute de la complexité, etc. La deuxième solution, c'est de se dire, bon, bah, c'est pas grave, je peux pas tester au niveau du contrôleur, on va aller en dessous, on va tester au niveau du service. Le souci, c'est que très rarement, votre fonctionnalité sera développée sur un seul service, ou, si possible, découpez-le, sauf si vous faites un CRUD, bref. On va avoir plusieurs services qui vont s'appeler les uns les autres. Comment vous faites à ce moment-là, du coup? Parce que bah voilà, vous allez tester votre service, mais est-ce que vous avez envie de l'isoler? Pas du tout. Vous avez envie de tester la feature complète. Donc voilà, c'est pas un point d'entrée clair non plus pour faire ce test-là. Donc pareil, notre deuxième pattern, exprimer l'intention de l'utilisateur. Juste sur la partie testée sur la couche contrôleur, il y a un autre problème, c'est si demain je fais une V2 par exemple de mon API, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je reteste complètement mon métier depuis cette interface V2? Pareil, si je rajoute un listener Rabbit, est-ce que je dois retester mon métier sur cette interface-là? C'est pas simple. C'est vrai. Et le troisième, le mock systématique des dépendances. Comme on le disait juste avant, on se retrouve avec des services qui font du code métier, du code technique, même si on les sépare bien, tout est service, c'est tout sur la même couche. C'est assez difficile de les distinguer quand on arrive sur le projet. Et quand on voit un service et qu'on voit qu'il a potentiellement 10 dépendances, on se poser la question de savoir est-ce que ça je veux le moquer vraiment, est-ce que ça je veux pas le moquer. Bon, oui. Du coup la réflexion en général c'est bon, je prends tout, moque partout, et puis voilà, comme ça je teste en isolation, c'est très bien. Ça casse complètement notre idée du coup. Et au passage, les frameworks poussent vers ça, hein, parce qu'avec Spring, c'est très simple de mettre un mockbin, et puis c'est parti. Hein. L'alternative, c'est le Spring Boot Test, qui sauve un peu la vie, puisqu'il va lancer tout le contexte de l'application. Donc pas besoin de moquer. Le problème, c'est que ça passe pas du tout à l'échelle, et on sort du cadre du test unitaire, qui se lance rapidement, qui s'exécute rapidement. Donc on n'est plus sur les mêmes problématiques là. Donc pareil, le troisième pattern, limiter l'usage de mock, échouer. Donc voilà un peu notre conclusion, c'est qu'en gros les tests qu'on écrit pour une architecture 3 tiers sont généralement pas satisfaisants, ce qui amène une confiance limitée dans notre code et dans les refactoring qu'on va se permettre, et du coup réduire la fréquence de meubles qu'on sera capable de faire derrière. Tout ça du coup pour arriver à l'archi hexagonale. Donc on s'est posé des questions. Il y a d'autres solutions d'architecture logicielle. Nous on va se focus sur celle-là, mais on pourra parler d'autres. Il y a la clean architecture notamment. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. On va rester dans l'archi hexa. On peut citer aussi l'Onion architecture, et même cette semaine, j'ai vu passer la Tomato architecture sur Twitter, donc il y a de quoi faire. La kebab architecture, salade tomate oignon. Petit contexte rapide, je sais qu'il y a eu 2 confs déjà. Je ne sais pas à quel niveau je dois aller vite ou pas là-dessus, à quel point vous êtes au point avec ça. Ça a été défini il y a quand même déjà 20 ans quasiment, par Alistair Cockburn, donc c'est pas tout récent. Ça dérive du pattern Ports and Adapters. On va voir un petit peu après ce que ça veut dire. C'est un des outils du DDD, voilà. Et l'objectif, ça va être de recentrer l'application autour de ce qui a le plus de valeur en fait, dans ce qu'on produit au quotidien, et ce qui en fait fait notre travail, et qui est le développement des fonctionnalités que nous demande le client, donc le métier. Donc l'hexagone, c'est quoi? C'est justement le métier. On va mettre le métier en plein milieu, isolé de tout. Donc isolé vraiment de tout. Pas de framework en théorie, pas de framework, pas de technique, pas de repository, non, on n'a que le métier. Donc c'est du pur Java ou pur autre, pas de souci. Donc vous allez écrire votre code business et très rapidement en fait votre PE va dire bah ouais mais en fait là j'ai besoin d'appeler un service externe. J'aimerais bien pouvoir t'appeler parce que là tu es isolé, on fait rien depuis le début, c'est un peu chiant. Donc vous allez avoir besoin d'accéder au monde extérieur. Donc pour ça, on va rajouter des ports. On a des ports d'entrée, des ports de sortie. Dans la littérature, on les appelle de beaucoup de façons différentes. On va avoir les API, SPI. On va avoir les driver driven. Voilà, il y en a plein. Nous, on a choisi input-output. On trouvait que c'était assez simple à comprendre. Voilà, donc votre code business, il veut sortir pour appeler une API externe. Il va fournir un port de sortie en disant hey, moi j'ai besoin d'appeler de cette façon. Je m'attends à telle réponse. Je ne sais pas qui viendra me donner la façon de faire, mais moi c'est ça que j'attends. Donc je suis capable d'avancer mon code business avec ça. Et les ports d'entrée, ça va être comment est-ce que j'autorise le monde extérieur à m'appeler. Et entre ces deux-là, du coup, on va avoir des différentes briques techniques, donc une base de données, on va avoir des API HTTP externes pour la partie output. Il y en a plein d'autres, quelques exemples. Et en input, on peut imaginer une API HTTP qui vient appeler notre domaine, une API AMQP, tout autre également. Et entre les deux, on va faire des adapteurs. Les adapteurs, ça va être justement
comment est-ce que concrètement je vais implémenter ces ports-là que j'ai dit. Mon business, il a besoin d'appeler une API externe. C'est bien mignon, il m'a demandé qu'il veut une liste d'éléments qui vient d'une autre API. Comment je fais pour le récupérer? Voilà, c'est là que les adapteurs arrivent en fournissant les implémentations. Donc là, c'est un peu plus technique. On peut retrouver du JPA, on va retrouver du Web Client, du REST Controller Spring, etc. Et là, on va faire 3 tiers. Non. On va couper en 3. Ça ressemble à 3 tiers, mais on va voir après qu'il y a des différences. La première partie à gauche, donc ça va être tout ce qui concerne l'entrée dans mon domaine. Donc comment est-ce que j'appelle mon domaine? Donc ça va être la partie serveur. C'est là où on va retrouver tout ce qui va être interface HTTP, etc. Au milieu, le domaine toujours tout seul, tout nu. Et l'infra à droite, qui elle va être tout ce qui est partie technique, implémentation et tout ce qu'on va fournir pour appeler le monde extérieur. Là où ça change du 3 tiers, voilà, c'est 2 belles flèches. Dans le 3 tiers, on voyait que le serveur appelait la couche service, qui appelait la couche infra. Ici, le serveur, il appelle directement le domaine, sans jamais appeler une couche technique quelconque. On ne peut pas appeler depuis le serveur un repository, par exemple. C'est pas possible. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est aussi que tu n'as pas de dépendance directe entre le domaine et l'infra. Ouais. C'est ça. Le domaine n'a de dépendance sur rien. Alors attention, le flow de données, il passe bien. Là, c'est bien des dépendances. Le flow de données, ça passe bien quand même du serveur au domaine à l'infra. Okay. On va faire un petit dive. Vous pouvez aller chercher le code sur GitHub. C'est un repo public. Mettez une lunette de soleil parce qu'il claque quand même. Donc voilà, c'est un multimodule Maven. J'espère que ça ne vous pose pas de problème. On a quand même tout basé là-dessus. Pour info, 2 grandes manières de faire de l'archi-exa si besoin. Donc il y a le multi-Maven module. Et sinon, il va y avoir tout ce qui va être Arcunit pour bosser au sein d'un même module. Et d'être capable de valider par des tests que vous n'allez pas faire d'import de votre infra dans votre couche serveur, par exemple. Donc voilà, nous on a choisi l'approche par module parce qu'elle est plus contraignante et on trouvait ça plus robuste. Oui, bien sûr. Bon. Pas beaucoup de téléphones. Donc ouais, pour info, le projet qu'on a fait, là, c'est un projet d'exemple, mais on voulait pas que ce soit complètement un projet jouet. Dans le sens où on voulait qu'il y ait un mélange d'algorithmie et d'appel à des services externes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite API qui permet en gros, vous lui dites que vous voulez partir en séminaire depuis une ville donnée, mais donc vous dites combien vous êtes, mais vous donnez la consommation max de CO2 à laquelle vous êtes prêt à payer. Et donc on va interroger des services externes, donc il y a 2 API pour ça, et on essaye de trouver la meilleure proposition de séminaire. Et on a rajouté ensuite un peu de métier, par exemple qu'il il faut pas que j'aille dans un pays où je suis déjà allé dans les 3 dernières années, ce genre de choses. Donc c'est un mélange de métier et d'API, d'appel à des API externes. Donc alors qu'est-ce qu'on a dans ce projet? On voit déjà qu'on a 4 sous-modules. Donc on a le serveur qui va contenir toute la couche point d'entrée, donc la couche HTTP. Mon domaine qui va contenir le code métier, l'infra qui va contenir toutes les connexions vers l'extérieur. Et là, on a rajouté un autre paquet qu'on a appelé application. Alors c'était juste c'est le code qui contient de quoi bootstrapper l'application, donc tout le code, toute la conf Spring Boot, etc. Pour lier les autres packages entre eux. Donc si je regarde ensuite dans mon domaine, donc le premier truc, le premier truc à voir là-dedans, c'est que en fait, il n'y a rien comme dépendance. Et ça, c'est fondamental. On a dit le domaine, on ne veut pas qu'il y ait de code technique dedans. Donc, si je commençais à avoir des dépendances vers des libs HTTP, ce genre de choses, ce serait un mauvais signe. Donc là, j'ai vraiment que je vais être en pur Java. Semi-mensonge, on a juste Spring Boot test pour faire des tests. Voilà. Vous pouvez... c'est autorisé ça, quand même. À l'intérieur de mon code, donc j'ai retrouvé mon business. Donc ça va être les services que je vais exposer à l'extérieur. Dans le modèle, on a juste mis les objets qui sont manipulés par le service, enfin par le métier. Et dans mes ports, je vais mettre les interfaces qui définissent ma couche, ce qu'on avait appelé tout à l'heure les output ports.
Donc là, je vois déjà on n'a pas fait ça bien, je pense, parce qu'on n'aurait jamais dû parler d'HTTP sur cette couche-là. En fait, là, on aurait dû parler plutôt d'un truc qui fournit des données climatiques, ce genre de choses. Bon, je l'ai vu hier, mais je pensais que c'était important de le garder. Puisque là, en fait, au niveau du domaine, je suis pas censé faire d'hypothèse sur comment je vais récupérer les choses. Donc j'ai ça, et j'ai également une interface qui me permet d'accéder à mes séminaires déjà créés. Là, on est sur du pur Java, hein. Si tu remontes par exemple, c'est vraiment de l'interface Java. Voilà. Mon service, il aura besoin potentiellement un séminaire, etc. On n'a pas du tout de JPA ou quoi que ce soit. C'est pas ce qui est fait derrière, quoi. Et donc, si je regarde maintenant donc notre classe principale, là-dedans, c'est le Seminar Finder Service. Donc, c'est la classe qui contient un peu de métier, justement, pour être capable d'ordonnancer les appels aux différentes API pour aller trouver le meilleur séminaire. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette classe-là? Déjà, le premier truc, c'est que mon constructeur, il va prendre 3 arguments. Donc, je vais avoir 3 dépendances dans cette classe. Je vais avoir un client, donc un fournisseur de données de route de transport aérien, par exemple. Je vais avoir un fournisseur de données de séminaire, donc mon repository, et je vais avoir une dépendance qui est un autre service. Okay, là, on est encore dans notre domaine. Donc ça, c'est un petit pattern factory qu'on a implémenté qui me permet de trouver le meilleur séminaire entre une liste de propositions. Donc en gros, là, j'ai 2 dépendances externes et une dépendance que je vais dire interne, puisque c'est dans mon package domaine. Okay. Ensuite, on ne va pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez regarder le code, vous pouvez. Vous verrez qu'il y a quand même un petit peu de métier, de parcours des listes et tout, de faire les appels au bon moment. C'est pas trivial non plus. Et ce qui va nous intéresser là, c'est de regarder comment on teste cette couche-là. Donc, si je regarde mon Seminar Finder Test, je ne veux pas le refactorer. Et bien en fait, c'est là que c'est intéressant, puisque je vais être capable d'appliquer notre pattern de tout à l'heure, là où on disait qu'on ne voulait pas faire de mock, et je vais être capable de l'appliquer de manière systématique. C'est-à-dire, grosso modo, si là on a dit que dans mon constructeur Seminar Finder Service, j'ai besoin de lui passer 3 objets, 2 qui sont des dépenses techniques. Donc mes dépenses techniques, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des fakes. Donc, des fakes, pour revenir à ce qu'a dit tout à l'heure Antoine, c'est des implémentations très simples de l'API, qui va me permettre de simuler des données que je pourrais récupérer au travers de mon API externe. Et par contre, ma 3e dépendance, là, qui était un autre objet de mon domaine, lui, je vais lui fournir une vraie implémentation. Et pour fournir ma vraie implémentation de lui, je vais avoir besoin aussi de lui passer un fake dont lui-même dépend. Et une fois qu'on a fait ça, donc on va voir donc on a fait tout un ensemble de tests métiers où à chaque fois on va tester une règle. Et comment ça marche? On a une première phase où on va initialiser nos objets fake. Donc là, par exemple, je lui dis, imagine que tu as un aéroport qui est Rennes, qui est en France. Puis imagine ensuite que depuis Rennes, tu peux aller à Amsterdam, et puis ça dure 1h30. Tu peux aller à JFK, tu peux aller à Budapest. Okay, donc ça, c'est notre première. C'est presque un état, quoi. C'est l'état du test avant exécution. C'est ça, c'est une sorte d'état avant de lancer le test. Pareil pour notre fournisseur de données climatiques, là, qui fournit la consommation CO2. Et ensuite, mon assertion, elle va être très simple. C'est-à-dire, je veux que tu me dises, dans cet état initial-là, si je te dis que je pars de Rennes, que j'ai 20 passagers et que je suis prêt à dépenser 1 tonne de CO2, donne-moi le meilleur séminaire, le meilleur point la meilleure destination, pardon. Et donc là, étant donné cet état-là, je sais que ça doit être Budapest. Donc on voit que là, dans ce test-là, je mets absolument pas dans mes critères d'acceptation du test des choses qui diraient, en fait, il faut que tu passes tel et tel paramètre à l'API, puis après, il faut que tu fasses tel ou tel appel à ton repository, parce qu'en fait, d'un point de vue utilisateur, je m'en fiche complètement. Moi, tant qu'on me répond que, étant donné cet état initial-là, le meilleur choix, c'est Budapest, ça me va. Et donc ça, en l'occurrence, ça va être très facile de refactorer le code qui est derrière. Et c'était ça un de nos objectifs. C'est-à-dire que là, si demain je change complètement mon algo, s'il trouve la même réponse sur ce cas-là, ça me va. Les fakes, tu peux peut-être juste montrer quoi ça ouais. Un fake ouais, les fakes. Je clique n'importe où. Donc un fake, ça va être tout simplement... Mince. Grosso modo, je vais avoir des données que je vais mettre dans des listes, et puis je vais être capable de simuler les appels. Ça va être des parcours de listes, ce genre de choses, donc c'est très simple à faire. Ça va permettre d'avoir un état à chaque fois qu'on lance le test, et de pouvoir initialiser l'état pour chaque test. Ouais, donc ça c'était pour la couche domaine. Yes.
on va voir les couches un peu plus techniques. On a dit qu'il y avait une couche infra. Donc la couche infra, forcément, si on regarde ses dépendances, elle va venir tirer le domaine, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, l'infra va fournir les implémentations des interfaces qu'expose le domaine, donc il faut bien qu'il les connaisse. Et là, en fait, on peut avoir de la technique derrière. On peut avoir tout ce qu'on veut. C'est là, justement, où on veut fournir des implémentations techniques. On ne fait pas de webflux, c'est juste pour faire les nouvelles versions de clients HTTP autogénérés par Spring. On est obligé de faire du webflux. Bon. Si on regarde un petit peu ce qui se passe, donc on a de la config générale et on va retrouver les deux types de ports qu'on cherchait tout à l'heure, du HTTP et de la persistance. Donc ici on a choisi JPA. Et on va retrouver des adapteurs, donc qui va être ici l'implémentation directe de mon interface Java du domaine. Donc, tout à l'heure on disait voilà, j'ai besoin d'une liste de séminaires. Bon, lui, il va être en charge de renvoyer des listes de séminaires. Et lui, il va derrière prendre des implémentations techniques. Donc ça peut être du JPA, ça peut être ce que vous voulez. On est en Java, donc il va falloir des mappeurs. Peut-être bien, parce qu'on va être obligé de passer d'une couche à l'autre. C'est la partie en général qui rebute un petit peu. On en reparlera tout à l'heure. Et ici, du coup, on va implémenter toutes les méthodes. Voilà, on retourne du JPA, on va mapper dans le bon type d'objet, etc. Et ça, comme on l'a dit tout à l'heure, on est capable de le tester directement, très facilement, quasiment automatisé, puisque c'est tout le temps la même chose en fait. Si j'ai du JPA, je vais monter un test conteneur. Si j'ai... c'est vrai que les tests conteneurs, on les voit plus trop maintenant, ils sont cachés. Mais ici, on a du WireMock, Mock Web Server, etc. pour aller moquer les dépendances externes que je vais aller appeler en HTTP. Ça, on le sait le faire très facilement. Je suis capable de me dire, pour tel appel, voilà, je vais avoir tel retour JSON de mon client externe. Je vérifie que je suis bien capable de récupérer ce résultat si je l'appelle avec tel paramètre, etc. Ça, c'est des tests techniques que je pense qu'on fait tous et qu'on pourrait automatiser. Pour la couche serveur, c'est un peu la même chose. Donc, c'est ici qu'on va retrouver notre point d'entrée, le point d'entrée de notre application qui va permettre d'accéder au domaine. Donc ici, on voit également qu'on a besoin d'un séminaire Finder Service du domaine qui me sera fourni par mon contexte Spring. Et derrière, donc, je vais avoir toute la couche HTTP. Et je vais également avoir du mapping, voilà, pour mapper les ressources HTTP à mes objets du domaine, etc. Et c'est directement l'appel au domaine, donc c'est notre point d'entrée métier. De la même façon, on va pouvoir tester cette couche de façon quasiment automatique. Voilà, la couche HTTP, je vais lancer un WebMVC test, un WebFlux test, selon ce que vous utilisez techniquement derrière. Mais ici, je vais tester que ma couche HTTP. Et ici, sur cette couche-là, en fait, je m'autorise à moquer tout le domaine derrière, puisque je m'accepte en fait de figer mon implémentation. J'accepte de me dire, je sais que je dois appeler mon domaine par ce chemin-là. Donc je vais figer mon implémentation. Donc ici, je vais fournir un mock de mon service métier. Ce que je veux tester ici, c'est juste ma couche HTTP. La couche application, on pourra revenir un petit peu plus tard s'il nous reste un petit peu de temps. Voilà pour le dive. Vous pourrez retrouver le code sur GitHub du coup, donc n'hésitez pas. Si on repasse si on reprend nos patterns à l'éclairage archi-hexagonal, donc on se rend compte qu'on a une séparation du code qui est faite par construction, puisqu'on a nos classes techniques qui se retrouvent soit dans notre package serveur, soit dans notre package infra. Et donc là, ça va être on sait exactement ce qu'on a envie d'exécuter comme test dessus. Donc, comme a dit Antoine, ça va être systématique. On a des librairies de tests qui font ça très bien. Et on va même accepter peut-être que ce soit des tests qui soient un petit peu plus longs à démarrer, donc démarrer un test container, ce genre de choses. Dans notre business, là, on n'a plus que du code métier, donc besoin d'aucun framework, aucune libre de test à part du JUnit. Donc sur la partie typer le code, c'est OK. Sur la partie capturer l'intention, en fait, à partir du moment où on va tester sur l'interface du domaine, c'est là qu'est implémenté nos features. À chaque fois qu'on va faire une feature, on va rajouter ça dans l'API qui est exposée par le métier. Donc on sait que c'est le point d'entrée naturel pour tester le métier. Okay, donc toutes les méthodes ont un sens métier à ce niveau-là. Donc ça va être très simple d'exprimer l'intention de l'utilisateur sur le domaine. Et enfin, sur la partie mock, on a vu qu'une des raisons pour lesquelles on se retrouvait avec des mocks partout en 3/4, c'est que les dépendances que vont avoir mon objet que je cherche à tester, elles sont très diverses. Et donc c'était là qu'on se retrouvait avec des mocks partout parce qu'on ne sait pas trop comment gérer ça. Et là, en fait, on se retrouve avec un truc qui est systématique. C'est-à-dire que quand je vais initialiser une classe de test, en fait, soit ma dépendance, c'est un objet du domaine, auquel cas je prends un objet réel, donc j'instancie un objet de mon domaine, soit c'est un port, et donc là, je vais utiliser un fake.
Alors, on peut également utiliser un mock si on considère que la manière dont mon domaine communique avec cette dépendance est importante. Typiquement, je ne sais pas, si vous devez envoyer un message, peut-être que là, vous pouvez mettre un mock parce que c'est intéressant de vérifier que vous l'avez bien envoyé. Et donc, ouais, ça veut dire que si besoin, pour le besoin de test, on doit pouvoir initialiser tout le domaine facilement. Donc, grâce à ça, on est capable de quasiment plus utiliser de mock du tout sur cette couche métier. Il y a un petit prix à payer quand même, je reviens dessus, il y a un petit prix à payer pour passer d'une archi 3 tiers à une archi hexagonale. On va revenir un petit peu sur les différents points. Déjà, c'est plus complexe forcément pour la moindre feature, puisqu'il y a un découpage et un cadrage qui est fourni par cette architecture-là. Donc forcément, il faut le payer au bout d'un moment. On l'a vu, du mapping, beaucoup de mapping entre chaque couche, forcément. En théorie, en 3 tiers, on est censé avoir grosso modo la même chose. On est censé avoir du DTO, de l'objet de domaine et de l'entité. On l'a vu, on retrouve souvent quand même le même objet qui est trimballé sur les 3 couches. Ici, on n'a pas le droit. Donc ici, on va être obligé de faire ce mapping-là. Donc le boilerplate que peut-être vous vous autorisez à ne pas faire, là, vous n'allez pas avoir le choix. Mais c'est ce qu'on cherche, c'est du cadre. Il y a des nouvelles questions qui se posent, donc il va falloir réfléchir un petit peu plus sur ces aspects techniques-là. Comment, dans mon archi ici, je vais être capable de gérer du cache? Comment est-ce que je vais être capable de gérer des transactions, des tâches scheduled, etc. Puisque dans mon domaine, j'ai pas accès à ces couches techniques. Donc comment je vais dire dans mon domaine, j'ai besoin de lancer telle action métier tous les 36 du mois. Et dans la littérature, ce qui se dit, c'est passer par des application services, c'est-à-dire que le serveur va wrapper l'appel au domaine par une méthode qui est elle-même annotée avec les annotations techniques JPA par exemple, pour tout ce qui est transactionnel, etc. Donc c'est la partie serveur qui va s'occuper de wrapper tout ça. JPA, petite question autour de ça, puisque du coup, on perd certains des intérêts de JPA, notamment le lazy loading, puisqu'on a dit on a des mappeurs partout. Donc si on a une classe de 50 champs avec 40 listes et qu'on fait du lazy loading dessus, ça va pas marcher, puisque de toute façon vous allez passer par votre couche de mapping qui va faire un get sur toutes les listes et qui va du coup aller chercher en base tous les éléments. Donc ça pose des questions, il y a des solutions. Hein. Est-ce que déjà vous avez besoin d'un seul objet qui a 50 listes dedans? Est-ce que vous devriez pas plutôt découper votre code métier en plus petits morceaux, vraiment ce dont vous avez besoin, et auquel cas la liste, vous allez la tirer parce que dans tous les cas vous en avez besoin. Donc il n'y a pas de question de lazy ou pas. Donc voilà, c'est des questions qu'on se pose pas forcément en 3 tiers, et là on va pas trop avoir le choix que d'y passer. Un petit rex. Ouais, rapidement un petit rex. Donc moi j'ai eu la chance de mettre en place ça sur un projet depuis 1 an et demi là, chez un client. Après 1 an et demi, ce que je vois, c'est qu'au niveau de l'onboarding, c'est un poil plus compliqué parce que quand il y a des nouveaux qui rentrent, et d'ailleurs que ce soit des juniors ou pas, donc les juniors vont avoir tendance à dire, à pas trop comprendre comment ça marche, mais vont plutôt adhérer. Par contre, sur les seniors, on va avoir certains qui n'ont jamais fait ça et qui comprennent pas l'intérêt de ça. Donc là, il faut prendre du temps pour expliquer. Alors moi, j'aime bien montrer justement, prendre le billet test pour montrer que là, on a un réel gain. Mais c'est indéniable qu'au moment de l'onboarding, il faut expliquer pourquoi on fait ça. Et une fois qu'on a expliqué, moi je trouve qu'il y a plutôt une bonne appropriation. Alors il y a besoin de le défendre encore de temps en temps. Il y a des gens qui ont tendance à avoir des vieux réflexes qui arrivent. Ce qui est indéniable, c'est que dès qu'on fait du refactoring, c'est vraiment c'est incomparable avec les refactoring que j'ai pu faire avant. C'est-à-dire qu'on est capable vraiment de tout casser à l'intérieur et nos tests ne changent pas. Et ce que je trouve aussi, c'est que c'est un excellent moyen de rentrer vers du TDD. Donc là on a dit on n'a pas encore de TDD parce que c'est pas complètement lié. Par contre, si vous voulez bénéficier du TDD pour améliorer votre code, parce que le TDD, c'est pas vraiment une méthode pour tester, c'est surtout une méthode pour améliorer vos développements. Et en fait, vous avez déjà tout en place, parce que d'habitude, un des freins du TDD, c'est justement que les tests qu'on essaye d'écrire en TDD, c'est des tests où on va faire comme d'habitude, entre guillemets, donc on va mettre des mocks, on va être plutôt réfléchir en termes de couverture structurelle, et ça se passe en général pas très bien. Il y a un article qui est marrant d'Uncle Bob là, qui répond à quelqu'un qui dit que le TDD ça marche pas grosso modo, et en fait il reprend chacun de ses points en disant en fait ça marche pas parce que les tests unitaires que tu écris ils sont pas bons. Voilà. Du coup voilà la question que tout le monde se posait, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Oui, hein. Oui, voilà. Non, notre rôle. J'arrête. Il y a quelques critères quand même qu'on peut poser. Donc ça amène une réelle amélioration de la qualité des tests. Donc si jamais vous cherchez des moyens de faire un projet où vous voulez vraiment blinder de tests métiers, etc., c'est une bonne solution. Enfin, essayer en tout cas. Ça dévoile évidemment son potentiel si on a des règles métiers riches. C'est vrai que sur un CRUD, on voit un petit peu moins l'intérêt. Le boilerplate fait tout de suite un petit peu plus peur. Mais ça n'empêche pas d'en faire, en tout cas. Voilà.
Et ça nécessite une équipe qui est techniquement un peu plus mature, puisque forcément, comme Tristan le disait sur son Rex, l'onboarding est un petit peu plus complexe. Mais voilà, avec une équipe qui se pose des questions, il n'y a pas de souci à prévoir. Voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup. On vous a laissé un petit QR code de feedback. C'était notre première, donc si jamais vous avez des conseils pour qu'on s'améliore, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et il nous reste 4 minutes pour des questions, si vous avez des questions. Bonjour. Bonjour. Ma question, c'était sur un détail sur la fin, sur le onboarding et sur la difficulté de l'onboarding. Je comprends sur la méthode, mais vous avez rien dit sur le fait que ce que tu récupères, ce que tu perds là, tu le récupères normalement sur la compréhension du métier par la personne qui arrive. Ouais, tout à fait. Je suppose que ça doit Non, être tout à fait. Je pense que ça, une fois que la personne accepte de se mettre dans ce moule-là, parce que c'est plus ça en fait, hein, c'est plus quand on voit la complexité au début, qu'on voit que qu'on a fait que du 3/3, on se dit mais pourquoi il y a ça, c'est trop compliqué. Mais une fois que les gens acceptent de regarder et d'envisager ça, en général, ça se passe assez bien. Comme tu dis, au niveau de la compréhension métier, c'est beaucoup plus simple. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai pas de questions, j'ai 2 merci. Merci de dire qu'il faut limiter les mocks. Merci. Parce que c'est rare que les gens le disent, donc c'est cool. Et d'ailleurs, le terme générique, c'est doubleur de test. Mock est une doubleur de test, comme vous avez dit, stub, dummy, fake. Et merci pour la mention sur mon talk mercredi. Pas de souci. J'avais une question également sur les mocks. J'avais une question également sur les mocks, sur le fait d'utiliser des fakes plutôt que des mocks. J'ai l'impression que pour le coup, là, on rajoute vraiment ça prend beaucoup plus de temps à écrire qu'un mock. Alors, je dis pas effectivement ne pas aller faire des verify parce que d'un point de vue métier, effectivement, on s'en fiche. Mais ce que je me dis, c'est que mettre en place toute la tuyauterie pour faire le fake, etc., pour répondre dans le fake aux différents scénarios possibles, on va dire. Là, pour le coup, j'ai l'impression que ça demande beaucoup de temps, surtout qu'au final, tout ce qu'on fait, c'est répondre, c'est faire un fake sur une interface. Donc, j'ai du mal à voir la plus-value par rapport au mock dans... Alors, le mock, même si tu fais pas de verify, à un moment donné, il va falloir que tu dises, si je te passe ça, tu me réponds ça. Ce qui sous-entend que tu sais que c'est ça qui va appeler. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, à partir de là, tu couples déjà ton test avec l'implémentation. Dans ton test, tu as ton VN qui va te renvoyer exactement ce que tu attends. Du coup, ton test est couplé complètement à ce que va te renvoyer ton service externe. Mais c'est pas un peu ce qu'on fait aussi avec le fake ? Là, tu vas figer un état. Si l'état de ton test, si ton état ne change pas, ton test passe quand même. Dans le fake, tu fais pas ça dans le sens où tu proposes une implémentation qui est ultra simple, certes, mais qui fait pas d'hypothèse sur la manière dont tu vas l'interroger. Ok. Ouais. Et en général, en plus, quand tu as sorti tout le code métier de tes couches d'infra, finalement, c'est relativement simple d'implémenter cette couche-là. Pour voir le fake tout à l'heure, c'était vraiment une liste. On fait un filter pour un find by ID. C'est assez trivial. Donc, personnellement, je suis d'accord que ça rajoute du code. Ça rajoute aussi une source où potentiellement tu vas avoir des bugs parce que tu l'as mal implémenté. En revanche, les gains que tu as grâce à ça, moi, je trouve que ça vaut le coup. Tu vois, sur la persistance, voilà, ça c'est notre fake. Il y a une liste, il y a un find by ID, il y a un create qui ajoute un élément dans une liste. Là, on a quelque chose qui va... on s'attend à ce que notre service externe nous renverra quelque chose de trié, donc on va faire un filter. Bon, c'est pas trop violent à écrire quand même. Enfin, ce que tu perds en fait à écrire cette classe-là, tu le gagnes après sur ton évolution de code quand tu vas écrire tes tests, etc. Ton code en général, tu n'auras pas besoin de réécrire ton test. Et ça, tu vas le gagner à ce moment-là. Je sais pas si je vais été clair. Dans le cas du mock, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, si l'interface elle a été bien définie, elle n'est pas censée bouger. Donc le mock, c'est pareil. Hein. Enfin, je veux dire, si demain je branche autre chose comme implémentation, je modifie pas mon mock. Enfin,
Ouais, mais la manière dont tu interagis avec ton mock, elle va changer potentiellement. Tu vois, typiquement, est-ce que si tu veux accéder à un objet en base, est-ce que tu vas faire d'abord un find all et que c'est toi qui le cherche, ou est-ce que tu vas faire un find et je sais pas quoi. Enfin, tu peux imaginer que tu as plusieurs manières d'interagir avec tes dépendances pour arriver au même résultat. Ouais, mais moi j'ai pas à le savoir puisque je passe par mon interface. Genre mon interface, son contrat, c'est juste de me dire je m'en fous comment tu fais, tu me retournes ça. Donc je veux dire, si je change mon implémentation, je change pas mes mocks, puisque ce que j'ai moqué, c'est juste imaginons c'est un repository, c'est juste ce que j'ai moqué, c'est l'appel à mon repository en fait. C'est pas. Déjà, dans chacun de tes tests, déjà, tu vas être obligé de dire quand j'appelle mon repo, je veux tel truc. Donc tu gères pas un état, tu gères vraiment, tiens, la réponse, j'attends telle réponse pour telle ligne de code. Et c'est pas ça trop que tu veux, nous. Là, l'idée, c'était vraiment, tu lances ton test, tu pars d'un état A, tu vas faire une interaction avec ton système, tu t'attends à être dans un état B. Et tu vas pas dire, alors là, si je passe par cette ligne de code, when repository, telle méthode avec potentiellement tel paramètre, et si tu changes le paramètre, ton code il pète parce que ton when en fait il est plus bon en fait. En fait, c'est pas tant que tu changes l'implémentation, c'est que tu changes ton code métier. Et peut-être ton code métier, lui, il va plus interagir de la même manière avec ta dépendance. Et c'est ça que tu captures pas avec ton mock. Ouais, on pourrait en parler juste après. Au plus de se nourrir de sandwich, il faut se nourrir de mock. De toute façon, on est au bout. Bon appétit à tous. Merci beaucoup d'être venus.